vraie vie. Donc ceux qui restent écouter 18 heures, c'est dur, hein, mais on va quand même y arriver. Donc, on va essayer de vous parler de ce sujet handicap et inclusion, on va essayer d'être efficace. Vous avez les noms qui sont affichés. Donc on a la chance d'avoir à la fois Tiffaine Péricard, Guillaume Benamou et Monsieur Péricard, Benoît. Voilà, je suis Philippe de Normandie et je suis ravi d'animer. L'objectif, c'est handicap et inclusion, gros sujet. Ce que je vous propose déjà, parce qu'on a un problème de définition, ça veut dire quoi l'inclusion? Et donc, ce que je propose, c'est d'emblée passer la parole, qu'on se fasse déjà un petit tour. Et Guillaume, on commence par toi, Guillaume, ce qui paraît logique, que tu nous dises handicap et inclusion. Ça veut dire quoi? C'est quoi la définition? Comment on vit cette notion de handicap et inclusion? Bonjour à tous, merci de me donner la possibilité d'ouvrir cette table ronde. Alors, pour être un peu concret, l'inclusion, c'est un phénomène un peu compliqué parce que tout le monde le met à toutes les sauces aujourd'hui et tout le monde en parle tout le temps. Alors, l'inclusion, c'est pas l'insertion. C'est-à-dire que, pour prendre une image hyper concrète, c'est pas comme une carte bleue que vous laissez dans un distributeur et une fois que vous l'avez mis dans le distributeur, vous la voyez plus. L'inclusion, c'est mettre au milieu du diamant. C'est comme un bijou. C'est le diamant qui est au milieu du bijou. Et la personne handicapée qu'on inclut aujourd'hui, en réalité, c'est ça. C'est pouvoir fonctionner ensemble pour pouvoir intégrer au mieux le maximum de personnes en fonction de son état cognitif, de son état de santé et de ses capacités. Et si on devait, sur une grille de 0 à 10, essayer d'évaluer en France, en plus tu fais partie du CNCPH, qui est quand même une instance sur laquelle il y a beaucoup de partage, de discussion. Où est-ce qu'on en est dans la société française sur cette notion d'inclusion vis-à-vis des personnes en situation de handicap? 0, on est nul. 10, on est une société qui est très inclusive. Tu nous mets quelle note? C'est extrêmement compliqué parce que comme vous avez pris la douleur, c'est pareil. Ça, c'est une échelle de ressenti. Ça dépend du vécu de chacun, ça dépend des capacités de chacun à pouvoir évaluer. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir se jauger. Mais je dirais qu'on est en très nette progression. Si jamais on devait être des enseignants à l'école, je dirais qu'on est en très très nette progression et qu'on va vraiment vers un beaucoup mieux de l'inclusion. Mais l'inclusion, c'est l'affaire de chacun et non pas l'affaire de tous, mais vraiment l'affaire de chacun et tous les jours, tout le temps. Un bel exemple là. Merci. Donc c'est enthousiasmant, on a l'idée qu'on est en train de progresser quand même. Et donc là, on parle sur cette vision que nous donne Guillaume, cette définition, en tout cas ce cadre, qui est finalement un cadre très personnel. Si on rentre un peu plus sur cette logique d'inclusion par rapport à la thématique plus de la santé et du soin, parce que c'est un des sujets qui revient régulièrement, on est un certain nombre des problèmes de santé, on est dans un salon qui est quand même un salon de la santé. Par rapport à cette thématique plus proche santé, soins, par rapport à ton expérience, Tiffaine, comment tu ressens cette inclusion dans notre secteur de la santé? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte? Et ça veut dire quoi? Et est-ce que ça ne réinterroge pas complètement les pratiques des soignants? Alors si, ça réinterroge complètement les pratiques des soignants. Moi, je suis orthophoniste et c'est en cette qualité que je peux parler de ce que c'est que l'inclusion dans le soin. Je dirais que c'est d'abord une phrase qui est faire avec et pas pour. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en tant que soignant, c'est revoir sa posture. C'est adopter une approche que j'appellerais juste une approche humaine. C'est voir la personne avant de voir le handicap. Je sais qu'il est arrivé, il y a très peu de temps à Guillaume, d'être accompagné par son colocataire lors d'un rendez-vous de soins avec un médecin qui ne s'est pas adressé à lui, mais à la personne qui l'accompagnait. Donc ça commence par des choses aussi simples que s'adresser à la personne. Voilà. C'est aussi voir une personne dans sa globalité, avec son histoire, avec ses attentes, avec ses souhaits, avec son objectif. Moi, en tant qu'orthophoniste, je peux avoir plein d'idées préconçues sur ce qu'il serait bien de faire avec le patient ou la patiente.
Et en réalité, la personne peut avoir un objectif en face qui va être « je ne veux plus postillonner sur quelqu'un quand je parle ». Bon, ben moi, mon travail, c'est de chercher dans ma boîte à outils d'orthophoniste pour que cette personne, quand elle parle, elle postillonne le moins possible. Voilà. Et puis c'est une approche, si on va un peu plus loin que l'approche, encore plus loin que l'approche juste humaine, c'est une approche partenariale. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le savoir expérientiel de la personne qu'on rencontre. Elle en a toujours un. Alors quelquefois elle le sait, donc on peut le valoriser, c'est ce qu'on a fait avec Guillaume. Puis d'autres fois elle ne sait même pas qu'elle a ce savoir expérientiel. Et tout le travail d'un soignant, c'est de faire prendre conscience à son patient qu'il a ce savoir. Et ensuite de jouer le jeu et de s'appuyer sur ce savoir. Donc de considérer les capacités de la personne. On nous apprend, en tout cas pendant les études d'ortho, à voir que des déficits à les côtés. C'est important pour faire un diagnostic, mais les capacités, c'est encore plus important parce que c'est ce qui permet d'avancer et de co-construire un projet de soins ensemble et une rééducation. Donc en fait, l'inclusion dans le soin, c'est une expérience d'intelligence collective. Tu évoquais t'es orthophoniste, tu évoquais la formation, mais est-ce que tu as le sentiment que cette dimension-là, dans l'ensemble des formations, que ce soit les formations médicales, les formations de métier de la rééducation, est-ce que c'est une dimension qui est prise en compte ou finalement c'est tout un sujet de fond, on est toujours dans la maladie finalement et c'est une de nos collègues, Camille Thémion, qui disait qu'en France, notre système est la maladie est visible, le patient est invisible. Est-ce que tu as le sentiment qu'on est capable d'avoir une véritable réflexion aujourd'hui? Est-ce que c'est intégré dans l'ensemble de nos cursus, cette notion de l'inclusion avec la dimension que tu donnes et que donnait Guillaume? Je pense que tout le monde en est capable. Je pense que c'est une question de volonté. Il faut l'inclure et il faut l'inclure dans les formations initiales, dès la formation initiale de tous les soignants, des rééducateurs, des médecins. Et donc, il faut donner aux patients leur place pendant la formation initiale. Oui, Guillaume. Je me permets de reprendre la parole là-dessus. Je crois qu'il y a de plus en plus d'initiatives pour intégrer des patients en formation initiale de soignants. Je pense en particulier à l'initiative de Paris 13 avec Olivia Gross et le LEPS, d'intégrer des patients formés dès la formation des médecins généralistes. Je crois que c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager et que nous, en tant que patients aussi, on doit saisir pour essayer de se dire qu'on est acteur de notre santé. En fait, notre santé, on vous la remet parce que vous êtes professionnel, mais on s'en saisit aussi pour en être acteur. Je crois que c'est l'avantage de la maladie chronique. Benoît, tu as un certain nombre de responsabilités. Tu présides une grosse association dans le secteur médico-social. Tu as été directeur d'ARS. Cette dimension de l'inclusion, ça fait partie des politiques, ça fait partie des discussions de vos conseils d'administration dans ton association. Ça faisait partie des discussions quand tu avais avec tes collègues de l'ARS, des ARS. Alors, moi, je l'ai découverte, l'inclusion, d'abord comme une série d'initiatives, soit individuelles, comme ça vient d'être dit, soit de groupes, soit de gens un peu en avance. Ça va de la bienveillance pour les personnes âgées qu'on peut connaître dans certains EHPAD, je le dis à bon escient en ce moment. Ça va de certaines initiatives, mais c'était vraiment éparpillé comme un tableau un peu pointilliste. Et puis, alors, je n'ai pas été à ARS, j'étais avant à ARH et on n'avait pas directement le médico-social, mais l'inclusion du soin pour les handicapés, ça posait tout le problème justement de l'inclusion. On ne parlait pas encore beaucoup du mot inclusion. Et puis j'ai découvert, notamment en étant président d'une association médico-sociale, que ça pouvait devenir une politique d'institution. Alors, nous, on l'a fait nôtre dans notre institution. On est un certain nombre d'administrateurs à être extrêmement vigilants sur cette dimension-là. Et je dirais tout à l'heure que quelquefois, on arrive à être quelquefois en avance même sur l'administration, sur les politiques. Mais disons qu'il y avait un maillon qui manquait. Je pense que l'initiative, les premières initiatives, c'est toujours des initiatives individuelles et de gens qui sont en avance.
Et puis, à un moment, il y a une politique nationale qui se met en route. Et ce qui manque souvent, c'est le chaînon manquant entre les deux. Et Guillaume vient de parler dans la formation initiale. Je suis très étonné et très surpris, et surpris en bien d'entendre dire que ça se fait, même si c'est encore un peu marginal. Mais je crois qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui énormément sur ce chaînon entre des politiques nationales et des initiatives individuelles. C'est là le combat, et notamment là où les associations peuvent être le plus utiles. Je voudrais revenir sur ce point quand même de l'inclusion, de la formation. Est-ce que c'est la formation qui a un impact, ou est-ce que c'est pas découvrir l'autre? Je m'explique. Je prends par exemple les études de médecine. J'ai vraiment beaucoup plus l'impression que c'est parce qu'un étudiant va aller faire un stage et va se mettre à quatre pattes avec un autiste, ou va être amené à se faire une promenade, va vivre avec, qui va pouvoir à ce moment-là intégrer toute cette dimension humaine qui est absolument essentielle, plutôt que cette formation dont on voit bien qu'on en voit les limites. Et je suis très frappé que dans toutes nos méthodes, et je trouve que c'est clé parce que c'est valable pour l'éducation nationale, etc., on est dans une formation classique, on n'est pas dans cette formation du compagnonnage, du mime, de se mettre à la place de l'autre. Et est-ce que tu as le sentiment, Guillaume, que ce secteur, est-ce qu'il est suffisamment innovant dans la façon avec laquelle on essaye d'accompagner les professionnels, tous secteurs confondus, parce qu'on voit bien que l'inclusion, c'est pas que les professionnels de santé. Est-ce qu'on est suffisamment innovant dans la façon avec laquelle on donne envie de connaître? À ce moment-là, ça crée des liens différents. Moi, j'insiste, l'externe qui a été faire un stage pendant 15 jours dans une structure médico-sociale et qui a vécu Vie ma vie, eh bien, c'est complètement différent après. Donc, est-ce que là, on n'a pas quelque chose quand même où il faut être encore plus loin et avec des ruptures beaucoup plus fortes? On est en pleine campagne électorale. Est-ce que ce n'est pas des sujets qu'il faut qu'on porte? Je crois que vraiment, oui. Mais en fait, le premier sujet de la rencontre, il est bien avant les études supérieures. Il est dès l'école, dès les centres de loisirs, dès tous ces moments de cohésion, en fait. Il est dès tout de suite. Il ne faut pas attendre d'avoir 17 ans, 18 ans, d'être en études supérieures. Il faut commencer tout de suite à l'école, à la troupe de théâtre, chez les scouts, où vous voulez, mais il faut commencer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Plus jamais plus on verra de gens se mélanger, meilleur on sera. Mais ça, c'est valable pour le handicap, mais c'est valable pour toutes les personnes dites différentes ou avec une particularité quelconque. Donc c'est un vrai modèle sociétal, en fait. Oui. C'est partagé. Ce que je vous propose, parce qu'on voit bien, on plante un peu ce décor de cet enjeu très sociétal de l'inclusion. Finalement, c'est un mode de vivre ensemble et qui n'est pas qu'un sujet de la santé. Du marque, si on ne faisait qu'un sujet de la santé, ça ne marcherait jamais, notre sujet de l'inclusion. Ça serait vain, ça serait prêcher dans le désert si on n'en faisait qu'un sujet de la santé. Maintenant, c'est un sujet quand même qui nous intéresse, qui intéresse encore plus ce salon, mais on voit bien que c'est cette dimension, elle est absolument majeure. Et ce que j'aimerais, c'est que, prenons quelques exemples concrets, alors plutôt dans nos domaines, mais je sais que vous avez travaillé sur un projet important d'inclusion ensemble, il y a des expériences qui se font, on a tous un certain nombre d'expériences, et je trouve que c'est toujours bien, là encore, en se préparant, on s'est dit, c'est bien qu'on parle de quelques exemples très concrets de projets, voilà, de se faire ensemble. On n'a même plus besoin de parler d'inclusion, mais ce sont des bons exemples. Je vous laisse Guillaume et ensuite Yfen. Honneur à dame en cette journée particulière. Très bien. Alors, dans le faire ensemble, je pense, Guillaume, que nous avons commencé dès le premier jour de notre rencontre, quand on a eu notre première séance tous les deux, où nous avons trouvé ensemble comment nous allions travailler. Et on ne savait pas encore qu'on faisait de la co-construction du projet de soins. Et puis on a cheminé tous les deux. Et c'est précisément cette co-construction d'un projet de soins qui nous a donné envie d'aller plus loin. Toi, dans ta formation de patient expert, formé à l'éducation thérapeutique, et moi, dans une formation qui me permet aujourd'hui de me diriger vers la direction de structures médico-sociales. Mais c'est né directement de notre partenariat. Et aujourd'hui, on a un projet ensemble qui est un projet de formation à l'attention notamment des professionnels
Et c'est un projet qui veut embarquer, dès la conception, des duos de compétences, comme le définit Mathieu Châtelain, qui est au CNCPH. Et Marianne Auchard. Et ce duo de compétences nous permet d'envisager de la formation à de nouvelles postures professionnelles et seront formateurs aussi des personnes en situation de handicap. Ça tombe bien, il y aura aussi des personnes valides. Voilà. C'est pour vous donner une idée de la collaboration. Et Guillaume, ça se présente comment ? Alors, j'aurais envie de vous répondre que ça se présente bien, que c'est pas trop fracassé, surtout pour un orthopédiste. Non, mais au-delà de ça, je crois que ça se présente vraiment dans l'échange permanent entre les gens qui ont besoin de ces services et les professionnels. Parce qu'en fait, on ne marchera pas l'un sans l'autre. En vrai, on ne marchera pas l'un sans l'autre. Et les gens qui en ont besoin, qui vous disent « Oui, mais moi je sais. » Oui, tu sais, mais tu ne peux pas faire. Et les personnes soignantes qui vous disent, ou les personnes accompagnantes qui vous disent « Moi je sais. » Oui, tu sais, mais tu sais pour toi, tu ne sais pas pour l'autre. Donc, prends le temps d'écouter l'autre et tu sauras encore mieux et tu sauras pour deux. Et quels sont les obstacles finalement ? Parce que ça paraît tellement le bon sens à vous écouter. Pourquoi on est encore en train de se poser la question d'avoir une société sur ces sujets-là qui n'est pas suffisamment inclusive ? C'est parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne où on a plutôt pensé ce qui était bon pour l'autre. C'est cette difficulté de construire ensemble. Quelles sont ces racines qui expliquent qu'à un moment donné qu'on soit encore en train de se poser cette question à notre époque ? Alors bon, on va pas. Moi, l'idée de la société judéo-chrétienne, c'est une bonne idée, mais pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est plus le côté. Il y a le sachant et celui qui doit recevoir le service. L'élève, par exemple, l'élève à l'école, il va pas apprendre au prof. C'est lui l'élève. Il ne peut pas apprendre au prof. Et pourtant, il y a bien des techniques d'enseignement comme la technique freinée ou autres techniques de pédagogie plus libre où ça fonctionne, où on permet un échange entre les gens. Oui, la posture du professionnel, on nous apprend à être des professionnels sûrs de nous, qui détenons un certain savoir et qui sommes là pour aider l'autre. Pour distribuer le savoir. Et c'est un changement de posture très profond. Mais on en parlera après, je te passe la parole, Benoît. Mais à vous écouter, moi ça m'interroge par exemple beaucoup quand on utilise ce mot de la bientraitance. Bientraitance, c'est quand même penser ce qui est bon pour l'autre. Et qu'on n'ait pas banni ce mot et remplacé surtout par cette notion de bienveillance qui est avec l'autre, qu'est-ce que souhaite l'autre. Alors la bientraitance, il faut faire attention à ce truc-là. C'est un faux ami. Oui, c'est un faux ami. C'est un vrai faux ami, comme disent nos amis anglophones, c'est un vrai faux ami. La bientraitance en soins, c'est un vrai problème. Ouais. Je préférerais la bonne construction, la bonne réflexion de ce qui est bon, non pas pour l'autre, mais pour cet autre-là. Ouais. Parce qu'en plus, un patient, un malade, une personne en situation de handicap, il n'est pas obligé d'avoir les mêmes besoins que son congénère avec la même patho. Ouais. Et comment on fait ? Parce que on voit bien qu'il peut y avoir des difficultés déjà sur cette logique de faire en sorte qu'on soit certain d'être à la disposition, de faire ce que l'autre souhaite. Comment on est capable de le faire dans des établissements notamment médico-sociaux, parce qu'on en parle beaucoup, et quels sont les gros freins ? Alors, les gros freins, il y en a beaucoup, hein, mais j'en citerai deux qu'on a rencontrés de façon un petit peu inattendue dans notre parcours. Je parle du parcours associatif. Quand on a une association comme Ovia, que je préside, qui a une 50aine de services, on va pas faire la transformation tous azimuts. On avait repéré deux établissements qui étaient en Normandie et qui en plus avaient la particularité, mais particularité qui est très partagée en France, d'être dans des châteaux, des anciens châteaux. Bon, c'est joli, mais souvent c'est très inadapté en plus. Bon. Et on va voir l'ARS il y a maintenant plus de 4 ans, 5 ans, en disant bon, banco, on y va. On transforme 2 de nos établissements en services et on signe un contrat sur cette transformation. Eh bien, c'est vrai qu'on a été extrêmement surpris de voir que
nous, on était finalement plus moteur et l'administration était freinante dans cette transformation, alors même qu'elle était elle-même prise en porte-à-faux avec une politique nationale qui était très allante sur cette transformation. Alors, pourquoi il y a différentes raisons. Il y a la formation aussi des professionnels qui s'occupent de ce secteur. Il y a les mots, comme tu dis, qui sont des pièges souvent. Moi qui fais souvent des colloques aussi avec nos amis québécois, on est souvent... si tu leur parles aux Québécois de prise en charge, ils ont l'impression que tu les injuries parce que tu les prends en charge, quoi. Et donc, pour eux, c'est pas du tout valide. Bon, et donc, je pense que... Alors, il y a cet obstacle qui est celui de différentes... de différents dynamismes pour aller vers une transformation. Alors, ce qu'il faut bien voir, et bien sûr, ça s'appuie aussi sur des processus qui sont quand même très lourds, des autorisations, des commissions, des dossiers, etc., etc. Et ça, on pourrait alléger beaucoup plus dans le cadre justement de contrats. On dit partout qu'on signe des contrats, mais en fait, ce n'est pas vraiment des contrats. Qui dit contrat, ça voudrait dire on se met d'accord sur un objectif, on vous laisse en grande partie les moyens pour y arriver, les méthodes, et puis on se retrouve dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis surtout, on demande à ceux pour qui ces politiques sont faites, pour qui ces transformations sont faites. Alors, on ne va pas, nous, jusqu'à aujourd'hui, faire ce que font Tiffaine et Guillaume, c'est-à-dire co-construire, mais au moins, on sollicite pour savoir si ça correspond exactement aux besoins. Donc, il y a les moyens, effectivement, comme tu dis, Philippe. Il y a aujourd'hui... l'objectif est tracé. On sait à peu près comment faire. On connaît aussi les obstacles. Et parmi les obstacles, on a cité souvent, par exemple, l'éducation nationale. Et je dois témoigner, pour travailler avec aussi d'autres petites associations dans l'insertion et l'inclusion de l'autisme, que les grosses institutions comme l'éducation nationale, elles mettent du temps. C'est du diesel, et puis le diesel, Mais une fois que c'est parti, il y a aussi une capacité, je dois dire que notre ministère, le ministère de la Santé, auquel j'appartiens à la famille du ministère de la Santé, je le trouve plus velléitaire, moins... une fois qu'une politique à l'éducation nationale est décidée, je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins il y a une espèce de rouleau compresseur d'entraînement qui fait du bien. Et ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le dynamisme. Tu parlais de jeunes, sur d'avoir des écoles beaucoup plus inclusives. Parce que finalement, il faut commencer très tôt si on veut réussir. Complètement. Juste pour illustrer par un petit exemple la lenteur de l'administration française, moi, au moment où j'ai voulu prendre mon indépendance et où j'ai voulu habiter dans un appartement autonome, la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées d'où je dépendais, m'a dit, mais si vous voulez changer de foyer, vous pouvez. On vous a trouvé un très beau foyer à côté de chez votre mère. Je l'ai expliqué à la madame qu'en fait, je lui avais écrit 15 pages pour lui dire qu'en fait, je ne voulais pas habiter en foyer et que je faisais le choix délibérément d'habiter à plus de 100 km de chez ma mère. Bon, j'avais quand même 35 ans, juste pour vous, 34 ans pour vous informer, quoi. J'avais pas 17 ans, je faisais pas une crise d'ado, voilà. Mais ça rejoint, je ne sais pas si certains d'entre eux ont vu, on lu le rapport de l'ONU. Alors on peut dire que ça peut paraître excessif, mais enfin globalement, on voit bien que ça réinterroge fortement notre société et les choix qui ont été faits sur la façon avec laquelle on a donné la possibilité aux personnes en situation de handicap de vivre comme tout à chacun. On est une société qui a plutôt créé des murs et qui a mis les personnes dans les murs. Alors, j'irai pas jusque-là quand même. On est une société où on a besoin d'accompagner au changement. Mais une fois que le changement est lancé, il est lancé. Et on a une société où quand même, on ose. Il faut juste, juste pousser l'audace. Bien sûr. Mais quand je prends un indicateur... Enfin, j'ai visité des dizaines et des dizaines de structures médico-sociales. Et pour aller dans ton sens, quand tu voyais un foyer de vie, que tu demandes combien de personnes sont sorties dans les 2 ans précédents pour aller vivre chez eux en lien avec vous, c'est exceptionnel qu'on me donne un chiffre positif.
Donc je pense qu'on a une vraie rupture, mais je trouve que c'est intéressant parce que ce que tu dis, vous êtes optimiste, c'est-à-dire que tu dis que maintenant que c'est embrayé, on va y arriver parce qu'il y a une volonté finalement collective de la part des associations, du CNCPH, du ministère. Vous avez le sentiment, à vous écouter quand même, que maintenant on est dans le champ du faisable, c'est embrayé, au moins on a passé la première. Ben, puis c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, avec l'apport des nouvelles technologies, le soutien et le changement de mentalité, je crois qu'on y va vraiment. Alors on y va doucement, mais on y va vraiment. Et il ne faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'interroger des patients, il ne faut vraiment pas avoir peur d'interroger les gens. Oui, on reviendra juste sur la santé, parce qu'on citait des exemples. Moi, je peux vous donner un exemple par rapport à nos métiers en matière. Alors chacun le prend dans son secteur d'activité, mais c'est la logique de contrat. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment réfléchir dans une logique d'inclusion, donc avec la personne, co-construire, ça peut modifier les réflexions du soin. Je m'explique par exemple. Moi, je suis chirurgien, je fais de la chirurgie des personnes en grand, très déformées, qui ont en situation de handicap. Et avec les médecins de rééducation, on est arrivé dans des vraies logiques de contrat, ce qu'on appelle la goal assessment scaling, c'est-à-dire qu'on se met d'accord avec quelqu'un quand j'ai une main de travers et qu'on décide d'ouvrir la main, mais c'est pour quoi faire. Et on passe un contrat c'est pour se gratter le nez, mettre une bague, pouvoir se faire les ongles, attraper un verre, pouvoir attraper son soutien-gorge. On va dans ce niveau de précision. Et seule la personne est capable de pouvoir nous donner ce niveau de précision. Et je pense que ça, si on parle d'inclusion dans le champ de la santé, c'est de se dire que ce que l'on fait, et ce qui réinterroge complètement les logiques, par exemple, dans le secteur de la santé, des logiques de protocole, en disant on doit tous rentrer dans des logiques de protocole, c'est pareil pour tout le monde. Non, parce que quand j'ai un cancer, je préfère éventuellement ne pas avoir la colostomie, mais mourir plus tôt, et avoir un autre type de traitement parce que j'ai envie d'aller, et on est au mois de mai, je veux aller sur la plage avec mes petits-enfants. Et donc on voit bien que cette logique de l'inclusion en médecine nous réinterroge considérablement sur nos pratiques, la relation à l'autre, la façon avec laquelle on construit une décision. Et je vous assure, c'est compliqué parce qu'une décision, elle se construit de façon compliquée. Et ça pose la question, et derrière, pour la construction de décision, et je trouve que c'est important dans l'inclusion, c'est est-ce que la relation à l'autre, elle est toujours dans le verbal ? Et je pense, et là encore, on a pu le montrer de plus en plus, c'est que le verbal crée une relation qui est une relation souvent, qui est une relation disproportionnée, qui n'est pas une relation équitable, et qu'on a besoin d'introduire d'autres façons d'être en relation. Et la relation, ça passe également par l'écrit. Et en matière de santé, je suis frappé, je ne sais pas, là je me tourne vers l'orthophoniste, parce que je trouve que là encore, pouvoir être dans une logique d'inclusion, c'est de faire en sorte que l'autre puisse s'exprimer, pour être dans une logique d'égalité. Et est-ce que les modalités d'expression aujourd'hui nous paraissent, et non, en particulier en matière de santé, ne sont pas déséquilibrées? Comment on redonne cet équilibre? Ce que moi j'explique aux patients que j'accompagne ou aux copains, c'est préparer vos consultations. Préparez vos consultations. Arrivez avec une liste de questions et une liste de choses que vous voulez, une liste de choses que vous ne voulez pas. Et n'hésitez pas à vous exprimer, parce que ce n'est pas en 20 minutes dans un bureau de la PHP ou en 20 minutes que vous allez réussir à trouver vos questions, vos réponses et trouver vos buts. Donc, pendant que vous êtes chez vous, bien tranquille, bien posé, réfléchissez. Écrivez, arrivez avec des questions. Arrivez avec un enregistrement si vous ne pouvez pas écrire, je m'en fiche. Arrivez avec n'importe quoi. Voire même envoyer un mail. Enfin, faites ce que vous voulez, mais préparez le truc. Absolument. Devenez acteur de vos soins. Tiffaine. Oui, et puis plus globalement, je crois qu'en tant que rééducateur, nous, on a la chance de passer du temps avec nos patients. Et je crois qu'on peut aussi avoir l'impression, quelquefois, accepter d'avoir l'impression d'en perdre. Et je dis ça, je le dis sciemment, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter. Parce que quelquefois, il suffit de faire un peu de maïeutique. Quand on écoute vraiment, quand on se met vraiment à l'écoute de l'autre, c'est là aussi qu'on peut découvrir quels sont les objectifs de la personne. Quelquefois, c'est pas si clair que ça pour la personne, que ce dont elle a vraiment envie, c'est de se mettre du vernis, ou que ce dont elle a vraiment envie, c'est de pouvoir attacher son soutien-gorge. Quelquefois, il faut du temps pour le savoir et le découvrir. Il faut avoir des lieux aussi pour pouvoir l'explorer.
Et je pense qu'en tant que soignant, il y a le soin, puis il y a tout le soin à côté du soin. Et je me demande si ce n'est pas celui-là qui est le plus important. Si ce n'est pas ce moment où, oui, on est en séance d'orthophonie, mais la personne va être capable de dire que son rêve, c'est de se mettre du vernis à ongles. Et c'est peut-être ce moment-là qui est important, peut-être plus que quand on lui fait répéter 3 fois le même mot pour lutter contre la dysarthrie. Voilà. Absolument, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que parler de cette inclusion, ça nous interroge quand même beaucoup dans nos pratiques. Et par rapport à ce que tu dis, c'est que finalement, la parole de chacun compte. La parole, enfin l'expression, et on est dans un système, mais ça rejoint l'éducation nationale. Est-ce que la parole aujourd'hui de chacun compte? On peut se poser la question, et une vraie société d'inclusion, c'est là où la parole de chacun compte, et qu'elle est complémentaire dans une prise de décision. On est dans un salon de l'innovation, il nous reste 14 minutes, mais finalement, est-ce que l'innovation, aujourd'hui, elle favorise l'inclusion, ou au contraire, elle va s'adresser qu'à une petite partie, et puis elle va aggraver les inégalités? On peut se poser vraiment fondamentalement cette question. Est-ce que tu as l'impression, toi, Guillaume, qu'avec tout ce que tu vois en matière d'évolution, tout ce que vous pouvez discuter au sein du CNCPH, c'est l'innovation qui va être également un élément de réussite de cette inclusion, parce qu'il va donner des possibles aux personnes en situation de handicap? Alors, je vais vous faire une réponse, j'allais dire, de Normand. C'est un peu malvenu là. Ça tombe bien. Mais quand même, je vais la faire. C'est-à-dire que oui, la technologie apporte. Mais celle qui apporte le plus de technologie, ce n'est pas la technologie Made in Handicap, c'est la technologie grand public. Je vous prends 2 exemples. Enfin, 2 qui vont être le même en fait. La dictée vocale de mon smartphone, c'est la dictée vocale normale. J'ai jamais tapé un SMS. Du coup, elle sort avec des fautes. La dictée vocale de mon SMS va sortir avec des fautes. Du coup, si j'ai besoin que ça soit corrigé, et avec pas dyspraxie, je vais utiliser un humain pour me les corriger. Parce que c'est beaucoup plus simple que si je la corrige moi-même ou si j'utilise un logiciel. Donc en fait, il ne faut pas opposer, et c'est souvent tendance à être fait, il ne faut pas opposer technologie et humain, mais technologie et humain sont complémentaires, surtout dans le champ du handicap. C'est-à-dire que jamais aucune machine arrivera à me mettre mes chaussures, me laver, m'habiller, tout en discutant avec moi. Voilà, éventuellement, elle peut me laver et m'habiller, mais elle ne peut pas me laver et m'habiller en discutant avec moi. Et si jamais je ne veux pas finir avec du Prozac toute ma vie, il faut bien qu'il y ait quand même... Enfin, il faut bien que ces moments-là, qui sont déjà des moments contraints, soient des moments d'échange. Et puis en plus, ça permet à des gens de bosser, c'est-à-dire que ça permet à des gens d'avoir un salaire, de rien. Oui, l'innovation. Alors, moi, je dirais qu'il faudrait qu'en tant que soignants, nous ayons accès à tout ce qui existe en termes d'innovation. Parce qu'on devrait pouvoir être le maillon entre les innovations et nos patients. Et quelquefois, on n'est pas toujours au courant, on n'est pas toujours formé. Donc, il faudrait qu'on soit très bien formé à tout ça. Je parle de, voilà, moi qui suis rééducatrice, mais ça peut être aussi le cas d'un médecin généraliste. On peut être quelquefois très démuni alors qu'il existe des solutions innovantes sur le plan technologique. Et sur le plan humain, pour qu'il y ait une vraie rencontre entre un patient et l'innovation, il faut que les gens soient formés et bien formés. Et je pense à des choses très, très, très bêtes, hein, mais quand on a un système de communication alternatif qui est proposé à une patiente qui vit en établissement médico-social, avec le turnover qu'il y a, quelquefois tout le monde n'est pas formé pour utiliser ces logiciels. En fait, ça, il faut le prendre en compte, il faut le faire pour que l'innovation soit vraiment au service de la personne. Et en même temps, accompagner les aidants à ces innovations. Je vous prends un petit exemple, ça avait un truc qui m'avait frappé, je ne sais plus si je vous l'avais raconté, mais je me rappellerai toujours une consultation où il y a les parents qui arrivent avec un jeune qui doit avoir une vingtaine d'années et qui avait sa tablette pour s'exprimer. On prend son temps, puis à un moment donné, c'est un peu compliqué, et il y a le papa qui dit oui, puis si vous seriez gentil, il faudrait arrêter de dire à cette tablette le mot emmerdant, parce qu'elle nous dit souvent tu m'emmerdes. Et en fait, je vous dis ça, et les parents, on a été très discrets, mais on a accompagné le sujet, mais en fait, il ne pensait pas, il n'avait pas forcément réalisé, vous voyez, que c'est la personne qui finalement, et donc on ramenait tout à la tablette. Et je trouve que c'est important, je prends cet exemple extrême, mais j'ai fait un rapport sur l'accès aux aides techniques et aux innovations. On voit que si on n'accompagne pas la personne et l'ensemble de son environnement,
on est quand même dans de vraies difficultés, et c'est valable également pour le sujet des établissements médico-sociaux. On est un vrai sujet d'accompagnement de toutes ces innovations. Ça prend du temps, non, Benoît ? La première innovation, moi, qui m'a le plus intéressé et en même temps, oui, enfin vraiment marqué de mon expérience de président d'association, c'est le FALC, le facile à lire et à comprendre. J'ai découvert cette méthode que je conseillerais bien d'ailleurs aux députés ou à d'autres responsables politiques d'utiliser, parce que ça éviterait beaucoup... Qui connaît le FAC dans la salle? Pas tout le monde. FALC, c'est l'acronyme de facile à lire et à comprendre. Et on l'a utilisé, moi je l'utilise dans 2 endroits. Le premier, c'est très institutionnel, c'est-à-dire qu'on a... on a écrit un projet associatif et immédiatement, on ne l'a pas traduit en FALC, hein, mais immédiatement, au fur et à mesure de l'élaboration du projet associatif, on l'a effectivement fait en FALC, c'est-à-dire que bon, bah, c'est un document, au lieu de faire 35 pages, il en fait une quinzaine, il y a plus de dessins, il y a des mots qui sont quelquefois plus simples, plus justes, etc. Puis l'autre endroit où moi je l'utilise, c'est que c'est dans les comités de la vie sociale. Et je rejoins ce que disait aussi Guillaume sur la préparation. Tu parlais de préparer des consultations. Moi, je vois dans des foyers de personnes handicapées, les représentants des résidents, ils préparent énormément le comité de la vie sociale. C'est un moment important d'échange et de vie démocratique, de vie citoyenne dans leur établissement. Eh bien, ils le font beaucoup avec l'aide de FALC. Ils rédigent leurs propositions, leurs remarques, etc. etc. Et très honnêtement, vous prenez quelqu'un dans la rue et vous lui expliquez, vous essayez de lui expliquer ce que c'est, même que le secteur médico-social en France et tout, eh bien, je vous jure que c'est beaucoup plus facile de le faire avec des termes employés dans le langage FALC que dans le langage habituel et très ésotérique, finalement, qu'on emploie entre nous. On pourrait peut-être utiliser ça, par exemple, pour dans les boîtes de médicaments. Avoir un truc en fac, ça serait pas mal. Mais c'est sûr que quand vous avez commencé à goûter au fac, ça vous fait gagner un temps fou. Lisez un rapport en fac, c'est quand même... Ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur Internet, la CNSA a mis tout un kit pédagogique pour apprendre le fac. C'est vraiment c'est une façon d'être en relation et de communiquer de façon simple. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais revenir un peu sur la sémantique. On l'a abordé un tout petit peu au début, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse attention aux mots? Et est-ce qu'il n'y a pas des mots à bannir? Comme tu l'as dit, au Canada, il y a des mots prendre en charge. Je te prends en charge, on a l'impression, voilà. Est-ce qu'on a fait cette révolution de la sémantique et des mots, même si les mots, ça peut paraître superficiel. Derrière des mots, on met quand même beaucoup de valeur, beaucoup de sens. Est-ce que les mots, aujourd'hui, ils ont besoin d'être un peu bousculés et à repenser? Je crois profondément qu'ils ont, pour beaucoup, énormément besoin d'être repensés, mais surtout énormément besoin d'être appris par la base des gens qui l'utilisent. Je prends en particulier l'expression RQTH, reconnu en qualité de travailleur handicapé. Truc qui correspond à personne, ce qui fait que tout le monde dit travailleur handicapé. On oublie la qualité au milieu, ce qui fait que les gens ont l'impression que c'est une tare. Ben, en fait, non, parce que ça permet à l'employeur de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, et ça permet à la personne en situation de handicap d'être non pas reconnue pour son handicap, mais d'être reconnue avec son handicap, ce qui change fondamentalement le problème. C'est-à-dire que si jamais on explique que c'est une qualité et pas juste une tare, voilà. Et quand le CNCPH revendique ça? Le CNCPH est en train de travailler sur le sujet, le groupe vocabulaire... Peut-être que le CNCPH, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Tu peux peut-être juste dire ce que c'est le CNCPH, ce que ça regroupe. Alors, le CNCPH, c'est le Conseil consultatif des personnes handicapées, qui existe depuis 1975, qui regroupe 130 personnes, dont depuis cette mandature, c'est-à-dire la mandature 2012...
2020, pardon, 2020-2023, ou 2020-2022, qui regroupe une trentaine de personnes en situation de handicap, en plus des 130 représentants associatifs présents. Et ça, on peut remarquer que quand même, il y a une impulsion très forte de la secrétaire d'État actuelle pour pouvoir ouvrir et qu'il y ait beaucoup plus d'inclusion. Complètement. Alors, il y a une très forte soutien de Sophie Cluzel et de son secrétariat, et une très forte demande du secrétariat des Nations Unies sur la question. Sur les mots, Tiffaine. Sur les mots, moi, c'est pas moi qui vais dire en tant qu'orthophoniste que les mots ne sont pas importants. Moi, je suis une amoureuse des mots. Je trouve ça extrêmement crucial. Et combien de fois, Guillaume, tu m'as reprise? Moi, j'ai appris mon vocabulaire. Non, ne t'excuse pas, j'ai appris avec toi. Et quel est le mot que tu utilisais et que Guillaume te reprenait le plus souvent? Tu détestes quand je dis médico-social. Donc, c'est Guillaume qui donnera une impulsion pour que le mot médico-social n'existe plus, mais je vous en laisse la surprise. Et la prise en charge, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études, plus jamais aujourd'hui. Parce que Guillaume me prend en charge autant que je le prends en charge, donc ça s'annule. Il n'y a pas de prise en charge. Non, mais surtout, qui est une charge pour qui, quoi? Enfin, je veux dire, à tour de rôle. Je veux dire, oui, c'est ça. Je veux dire, la prise en charge, ça dépend que c'est une charge. Personne dans cette assemblée des camionneurs, donc personne ne prend des charges et ne trimballe une charge d'un endroit à l'autre. On parle tous d'humains. Et puis, au-delà de ça, l'exemple de la personne en situation de handicap, je me suis retrouvée il n'y a pas très longtemps avec des personnes qui étaient malentendantes et qui parlaient la langue des signes. C'était moi qui étais en situation de handicap. Donc, voilà un terme que je trouve intéressant. Oui. Imagine-t-on que si on avait consulté des personnes en situation de perte d'autonomie du 3e âge, du 4e âge, on aurait inventé l'acronyme EHPAD. Imagine-t-on qu'on aurait pu inventer un terme aussi barbare que celui qu'on a découvert ces derniers temps à propos de scandales. Mais ça devrait plus exister. Je veux dire, tu parles de RTQH, on parle d'EHPAD, on parle de... Il faut... de démence. Il faut bannir... Et on peut revenir au FALC, hein, il faut dire les choses très clairement. Non, alors le pire, si on parle d'acronyme, c'est quand même dans les établissements dans lesquels je travaille, j'entends dire « je vais en VAS ». VAS. Alors, est-ce que quand vous rentrez le soir, vous dites à votre chérie « on va faire de la VAS », sachant que ça veut dire vie affective et sexuelle. Et alors ça, c'est le truc, je pense que ça a été la pire chose que j'ai pu entendre. Je vais essayer ce soir, je te dirai. Bon. Voilà, mais c'est important, donc on a une vraie réflexion sur les mots. Il nous reste quelques minutes. Voilà, échange avec la salle. Si vous avez des questions par rapport à cette... Oui, Guillaume. On est preneur de toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Les réponses peuvent l'être de ma part au moins. Non, non. Non. Oui, Sébastien. Sébastien. Alors, tout d'abord, merci. Attends, je te passe un micro parce que personne ne va entendre sinon. Tiens. Et la traduction... Tiens. Merci pour cet échange. C'est extrêmement riche. Et moi, effectivement, comme tu le dis, Philippe, ça remet en cause ma pratique et mon raisonnement interne de médecin anesthésiste dans des tas de choses. Et je m'attache beaucoup aux mots et j'essaie de le transmettre à ma fille parce que c'est capital. Les mots ont leur sens. Et en tant que réanimateur anesthésiste, eh bien, ça a du sens dans la maladie grave, dans l'annonce de pathologies difficiles, dans des situations complexes. Et on se rend compte qu'il y a des conséquences à long terme pour les familles, pour les aidants. Donc c'est capital. Je crois vraiment qu'il faut qu'on travaille dès la base. C'est capital. Ce point-là, il est très fort. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas pendant les études de médecine après. Je n'arrive pas à saisir. On fait de la simulation en santé maintenant avec des simulateurs de fidélité. On fait des tas de choses. Il faut qu'on travaille avec les soignés. Il faut qu'on travaille avec les personnes en situation de handicap. Parce que si on n'a pas besoin d'acteurs, en fait, on peut jouer chacun notre rôle et c'est ce qu'on fait. Non, donc, avec grand plaisir. En plus, on ne jouera plus des rôles. Exactement. Exactement. Non, mais Vie ma vie dans l'autre sens, il est très intéressant. Et on peut le faire dans des tas de situations. Donc, avec grand plaisir pour en échanger, parce que ça, c'est dans l'inclusion, je crois que ça fait partie de ça aussi. La formation en fait partie, très clairement. Merci Sébastien. D'autres questions? Remarques? Oui, madame. Merci.
On a parlé du langage FALC tout à l'heure. Je voulais savoir en fait où on pouvait se diriger pour vraiment pour des personnes qui pourraient traduire des documents en langage FALC. Google.com. Google.com. Vous avez plein de ressources sur Google. Plein. Et vous tapez CNSA, vous avez un des recos de la CNSA, la caisse. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de choses déjà dans Google. Ce que veut dire aussi Guillaume, et je ne sollicite pas sa pensée, mais c'est que trop longtemps, dans le domaine de la santé comme dans le domaine du handicap, on a voulu utiliser des outils spécifiques. Or, on s'aperçoit, c'est valable dans l'informatique, c'est valable dans beaucoup de domaines, et on s'aperçoit qu'il y a eu dans quand même ce progrès absolument inconcevable qu'on a connu les 30 dernières années en matière de numérique et d'informatique, que l'approche souvent de la création de logiciels, de produits, eh ben c'est l'approche qu'on décrivait à l'instant. C'est-à-dire c'est d'abord et avant tout de comprendre, d'aider, de traduire. Et c'est pour ça que souvent des outils simples, des outils pour tout le monde, vont, a fortiori, sont encore mieux utilisables pour les personnes en situation de handicap. Et puis, Benoît, je me permets de compléter. Il y a autre chose. Les outils pour tout le monde, par définition, ils ne coûtent pas cher. Les outils pour les personnes handicapées, ils coûtent un bras. Absolument. L'heure est finie. Je voudrais juste, vous avez 10 secondes. Vous avez devant vous les futurs présidents. C'est quoi pour chacun la réforme clé, voilà le truc clé que vous attendez de lui? On commence par Benoît, on a toujours commencé par la droite. Je suis d'accord. Vas-y Benoît, c'est quoi, tu dis quoi au futur président? Voilà ce que je veux. C'est quoi? Tu as le droit de faire la lettre au Père Noël là. Mais alors, je vais répéter ce que je lui ai dit en vrai il y a quelque temps, c'est faut investir au debout de la vie, au tout début et à la toute fin. Guillaume a dit tout à l'heure qu'il faut que ce soit dans la vie ordinaire, dans l'école et tout ça, mais je pense que l'accueil de l'enfant handicapé, il commence à la crèche, et en PMI, dans les maternités et même avant. Et soyons aussi, et parce que nous avons vécu ces dernières semaines et ces derniers mois, on voit aussi que si on n'est pas respectueux sur la fin de vie, eh bien c'est pareil, le contrat il n'est pas respecté à la fin de la vie, et c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment là qu'il faut. Après, quand les gens sont adultes, sont grands, ils ont plus de force pour... c'est aux âges les plus fragiles qu'il faut mettre le plus de moyens. Tiffaine, la revendication clé, la réforme clé. La réforme clé, c'est pas tant de mettre de l'innovation dans le milieu du handicap, ce serait de permettre au handicap d'être la source des innovations. Parce que je crois que c'est ça qui va se passer. Guillaume, le mot de la fin. La mise en place du rapport de Normandie. La mise en place de du rapport de Normandie. Je sais pas. Ah oui. Mais ça avance. Non mais je reconnais qu'on n'a jamais été autant écouté. Et depuis beaucoup d'années, on chasse en meute, comme on dit dans mon pays, et tout le monde essaye d'avancer. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui avancent. Mais on a encore beaucoup de chemin, et notamment aux deux extrêmes. On l'a bien vu dans les travaux, dans les réflexions, et donc il y a encore du boulot pour tout le monde. Non, alors je crois que vraiment la réforme que je voudrais impulser ou essayer d'impulser au maximum, c'est une co-construction, une écoute mutuelle et une meilleure prise en compte de l'écoute de la parole du soignant. Pour pouvoir mieux écouter le patient, il faut d'abord bien savoir écouter le soignant. Et cette crise nous l'a bien montré, le burn-out du soignant, c'est un vrai problème. Eh bien, ce sera les mots de la fin. On vous remercie. Très bonne soirée.